Elle est importante parce que le surhomme il est au-dessus de vous, il vous regarde et puis vous êtes un peu la fourmi par rapport à lui. Le superhomme, c'est un homme magnifié. C'est-à-dire que c'est un homme qui fait tout ce que vous pouvez faire mais en augmentant, de manière caricaturalement augmentée et qui ressent tout ce que vous ressentez aussi. C'est pas quelqu'un qui est au-dessus de vous, c'est quelqu'un qui est vous magnifié. C'est quelqu'un d'ailleurs sur lequel vous pouvez vous projeter. Avec là aussi peut-être d'autres dérives, mais en tout cas il n'y a pas du tout ce côté, on va dire, arien, totalitaire de ça. Et là d'ailleurs, le voilà notre surhomme, notre super-homme. Donc je ne vous ferai pas un jeu en vous demandez qui c'est, vous avez sans doute vu, entendu, aperçu des dessins animés, des films, des feuilletons. Superman, mais enfin, là aussi, Superman, c'est comme Captain America, c'est-à-dire que le Superman que vous connaissez, c'est plutôt celui avec l'aigle américain. Vous croyez connaître, c'est plutôt ça. Or, Superman a commencé de manière complètement différente. J'en reviens à nos fameux adolescents qui, dans les années 40, pour gagner un peu d'argent, soit en finissant leurs études, soit parce qu'ils justement ils arrêtaient l'école parce qu'ils ne voulaient pas continuer, il faut parler d'un profil pratiquement équivalent vous savez, cette image épinale des enfants qui sont scieurs de chaussures. Et à l'époque, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui savait un peu dessiner ou qui avait une manière de raconter des histoires était recruté par un imprimeur qui disait viens, on va dans la boutique et tu vas me pondre une bande dessinée en un week-end. Et je te donnerai quelques dollars, quelques cents même. Pour la petite histoire, Joe Kubert, qui est un grand de la bande dessinée américaine qui a œuvré pendant 70 ans à peu près, je crois, a commencé sa carrière à l'âge de 11 ans, en étant retoucheur sur des cases. Pour vous expliquer un petit peu Et donc Superman a été créé par des adolescents. Dès 1933, ils voulaient en faire un strip de presse, donc je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Puis ils n'ont pas trouvé le preneur parce qu'à l'époque, tout le monde trouvait ça ridicule. Personne pensait que ce truc par des super pouvoirs allait marcher et les éditeurs se déclinaient les uns après les autres. Finalement, DC Comics, la société qui a été créée par le Major ruiné, cette société-là, elle a besoin de remplir un petit peu sa envie qui s'appelle Action Comics et elle décide d'acheter ce personnage-là. Je crois que finalement ils ont acheté la propriété intellectuelle de Superman pour une somme qui doit être à peu près équivalente à $130 de l'époque. Je crois qu'ils sont un peu rentabilisés depuis. Et donc ils ont acheté Superman. Et alors pour la petite histoire, le premier épisode d'Action Comics montre Superman en train de soulever une voiture. Et ça a créé un débat interne énorme à l'intérieur de la société parce que certains responsables de DC Comics disaient que c'était pas possible de sortir ça, que le monde entier allait se moquer d'eux. Parce que personne ne voulait croire qu'on pouvait soulever une voiture. Je vous montrer un petit peu le contexte. Mais bref, ce Superman-là, il est créé, il est lancé. Vous pouvez d'ailleurs voir un petit peu qu'il y a des archétypes assez bibliques. Je pense que vous aurez un petit peu fait le rapprochement avec Samson. Mais dans les origines de Superman, par exemple, c'est un bébé qui est le dernier survivant de la planète Krypton. Alors, ses parents le mettent dans un berceau cosmique et l'envoient sur Terre. Et là, c'est pareil un petit peu, si vous vous souvenez des premières lignes de l'histoire de Moïse, on est là-dedans à fond. Mais les jeunes ados qui créent Superman, chez Gale Chester, eux, ils ont pas de filtre, donc ils se souviennent plus ou moins de ce qu'ils ont entendu en termes de religion. Ils balancent ça et ils créent un personnage qui n'est pas du tout le boy scout que vous voyez ici, mais qui s'occupe de résoudre les problèmes de société. C'est-à-dire que les premiers épisodes de Superman, on pourrait croire finalement que c'est assez gauchiste. Je parle, c'est étonnant dans le contexte des États-Unis. Parce que, typiquement, Superman, dans un épisode, comprend que il y a beaucoup trop d'accidents de voiture. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les fabricants de voitures, il leur dit si vous ne fabriquez pas de meilleures voitures, je détruis vos usines et je vous tue. Et il ne le fait pas. Il leur dit ça. Et dans le pays de Ford, c'est un petit peu bizarre quand on sait la place qu'occupe à l'époque l'industrie automobile. Il y a d'autres épisodes
où il comprend que finalement les casinos là-bas, à Métropolis, sa ville fictive, servent à blanchir de l'argent pour la pègre. Il fallait voir, puis pareil, il leur dit que le casino, il va y passer, le casino, il va être détruit dans la nuit s'ils n'arrêtent pas leurs opérations, s'ils ne quittent pas la ville avant le crépuscule. Il y a d'autres épisodes où il va détruire des ghettos. C'est un super-héros, pourquoi il détruit les ghettos? Parce que c'est pour forcer la mairie à construire de meilleurs appartements pour la population. Et à l'époque, on parle de chaque comic book contient une petite anthologie à chaque fois de récit de 7 ou 8 pages, et à chaque fois qu'il y a un épisode de Superman, il y a un problème de société, je prends un problème de la société, et à coup de poing ou à coup de super pouvoir, je le règle en 8 pages. Mais de manière finalement assez populiste, peut-être pas, parce qu'on a plutôt une version idéalisée vue par des ados, mais j'en reviens en termes de tout à l'heure, assez gauchiste pour les États-Unis en tout cas. Puisque l'industrie automobile, il y a des épisodes d'ailleurs où il arrête les directeurs de prison qui font des traitements des prisonniers. Au début des années, fin des années 30 et des années 40, c'est quand même assez particulier. Et le truc qui va se passer, alors, dans ce sens-là, pour lui, ça va jouer dans le sens, c'est qu'au moment où il va y avoir l'entrée dans la guerre, Superman va rentrer dans le rang. Il y a ce moment où on a besoin un petit peu de réunir tout le monde derrière la bannière du patriotisme. Et c'est à ce moment-là que Superman, finalement devenant un super-héros, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, va rentrer dans le rang et va arrêter de dénoncer les travers de la société américaine pour finalement se trouver d'autres responsables qui sont, par exemple, son ennemi juré, Luthor, qui est le personnage chauve qu'on voit en général dans pas mal de ses aventures. Donc le prototype de Superman, les premières années de Superman, c'est pas du tout un gars, c'est pas du tout un type qui est pour l'établissement, mais c'est plutôt quelqu'un qui est dans la critique, là aussi, assez régulière de la société américaine. Ou de la société en général, parce qu'il y a par exemple là aussi des épisodes où il va dans un autre pays. Alors, ça s'appelle le Saint quelque chose, mais on comprend finalement, on fait semblant que c'est en Amérique du Sud, mais on nous parle de l'Europe. Alors, un autre pays où il y a une guerre. Et finalement, il va voir les généraux des deux camps, il leur dit pourquoi vous envoyez des gens à la mort si vous n'êtes pas d'accord, entretuez-vous. Les généraux font pas non, on est des généraux, on ne fait pas la guerre, et donc finalement il arrive à régler le truc comme ça. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, et Superman, il y a aussi un moment où la parabole, elle révèle ses travers un petit peu naïfs. Bon, puis il n'y a pas que des messieurs, il y a des dames aussi. Alors, Wonder Woman, est-ce que tout le monde connaît? Vous avez, vous connaissez un petit peu la musique disco, la jeune héroïne, la jeune Amazone, qui vit donc sur une île enchanteresse et qui un jour découvre un pilote de l'armée américaine dont l'avion s'est écrasé sur son île et qui décide de le ramener au pays et puis finalement de prendre fait et cause pour les Américains, d'où là aussi son costume. Alors, Wonder Woman n'est pas la première super-héroïne, il y en a eu quelques dizaines avant, mais pour des raisons diverses, elles ont plus ou moins marché, et même celles qui ont survécu quelques années n'ont pas marqué les esprits autant que Wonder Woman, qui incarne la femme parfaite. Alors vous allez me dire, donc c'est un petit peu le girl power, c'est la libération de la femme en 1941, en plus ça tombe bien, c'est le moment où avec la guerre on va avoir besoin de toutes les mains, on va avoir besoin y compris de femmes à l'usine, et donc on peut trouver à cette Wonder Woman un fort côté féministe. D'ailleurs, c'est la volonté affichée de son créateur, qui est un psy, qui s'appelle Moulton Marston, William Moulton Marston, qui signe ici Charles. Mais la volonté, effectivement, c'est d'être féministe. Enfin, là aussi, on revient sur cette idée qu'il y a le texte et puis il y a la couverture. Et la couverture, effectivement, nous montre un personnage très sympathique, aussi fort que Superman, mais en version femme, on va dire. Mais
quand on gratte un peu, c'est une autre histoire pour moi. Bon, ça, vous reconnaissez la version TV de Wonder Woman, qui est un peu plus célèbre, donc je vous l'ai mis pour celles qui n'auraient pas, ceux ou celles qui n'auraient pas feuilleté un fascicule. Et puis là, vous avez le créateur de Wonder Woman. Alors, vous voyez tout un équipement scientifique pour l'époque. Wonder Woman, pour ceux ou celles qui n'ont jamais lu un épisode, Wonder Woman, c'est une Amazone qui a pour arme de prédilection un lasso doré. Ce lasso doré lui a été offert par les dieux, et quand elle enserre quelqu'un avec ce lasso, la victime est tenue de lui dire la vérité. Après tout, que la première héroïne mette en avant les vertus de la vérité, c'est tout à fait normal. Mais là, c'est un peu particulier parce que Monsieur Moulton Marston était un des inventeurs du polygraphe. C'est-à-dire que dans sa vie de tous les jours, avant d'écrire les comics, il a travaillé sur la technologie qui a, avec quelques générations différentes de machines, ont amené à la création de détecteurs de mensonges. Et ce type-là, quand il se dit je vais écrire un comic book, qu'est-ce qu'il fait? Il invente un lasso qui force à dire la vérité. Donc la parabole, elle est autrement plus directe. Il y a encore autre chose. C'est-à-dire que là, voilà, c'est un psy, ok, il a inventé une partie du détecteur de mensonges qu'il a transposé dans son lasso, mais pour raconter toute l'histoire, voilà sa femme, donc, qui était une de ses collaboratrices attitrées, et puis voilà sa deuxième concubine. Parce que M. Moulton Marston, lui, il aimait tellement les femmes qu'il lui en fallait plusieurs. Et donc, il fallait vivre en communauté. D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'il n'y en ait pas deux ou trois autres qui soient passés dans l'appartement. Il fallait vivre en communauté. Pour le gag, en fait, pour ceux qui connaissent l'aventure de Wonder Woman, la reine Hippolyte, donc la mère de Wonder Woman, elle ressemble énormément au trait de cette femme-là. Et Wonder Woman elle-même ressemble à cette jeune femme qui s'appelle Olive Byrne, et là on ne voit pas sur les photos, qui avait en plus pour habitude de porter des bracelets en métal, comme Wonder Woman. Donc tout ce petit monde vit en famille avec un seul coq dans le poulailler, plusieurs femmes, et en plus, pour vous mettre un peu l'ambiance, comme on parle quand même du type qui voulait afficher la vérité, toute cette unité familiale, polygame, avait pour habitude de se soumettre au polygraphe pour être sûr que, est-ce que chérie, est-ce que tu m'aimes vraiment, est-ce que tu me dis toute la vérité, tout ça. Vous imaginez l'ambiance dans la famille. Et donc finalement, ce type-là, qui est l'inventeur de Wonder Woman, qui a fait une poussée féministe, qui a créé une icône féministe, et sans doute de bonne foi d'ailleurs, comment vous dire, les coulisses sont un peu différentes. Vu les écrits du bonhomme, il est à peu près sûr qu'il était convaincu d'être féministe, mais enfin c'est un féministe des années 30-40, hein, c'est quand même assez particulier. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a un épisode de Wonder Woman, le 7 je crois, où on voit 1000 ans dans le futur. Et 1000 ans dans le futur, effectivement, il y a une femme qui est devenue présidente des États-Unis. Enfin, voilà. 1000 ans plus tard, c'est bon, on sera tous morts. C'est un petit peu l'imitation. Et donc, là aussi, on peut voir comment ce qui est affiché est finalement très différent du contenu interne, de ce qu'il y a dans la boutique. Ça va? Quelqu'un a des questions? N'hésitez pas. Là, on va faire une petite distinction. Donc finalement, il y a une différence qu'il faut faire, et que peu de gens finalement, on fait souvent la confusion entre le thème et le sujet. Pourquoi? Parce que, en général, les gens disent le thème, le sujet, ça veut dire la même chose, ça veut dire de quoi on parle. Non, c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, si on parle de Superman, c'est un extraterrestre qui arrive sur Terre, je l'ai raconté tout à l'heure, ça c'est le sujet. Si on parle d'un épisode où il s'attaque au crime, ou au racisme, ou à la guerre, ça c'est le thème. C'est-à-dire, le sujet, ce sont les événements au premier degré, ce que nous raconte l'histoire, et le thème,
c'est ce dont on veut parler au-delà de l'histoire. Et c'est une distinction qu'on va retrouver souvent dans la bande dessinée, qu'elle soit japonaise, européenne ou américaine. C'est-à-dire que, bien entendu, souvent, on retombe sur cette histoire de parabole, c'est-à-dire qu'on nous raconte quelque chose au premier degré, tout en racontant quelque chose au second degré. Et pour illustrer ce propos, on peut se diriger vers une série qui s'appelle les X-Men, qui ont généré aussi beaucoup de films, de dessins animés et de nombreuses bandes dessinées. Et les X-Men, dans la pratique, ce sont des mutants. Alors les mutants, ce sont des gens à peu près normaux, à peu près parce qu'en fait finalement, à cause des radiations, commencent à apparaître des enfants qui, avec la maturité, développent des nouveaux pouvoirs. C'est-à-dire que chez les super-héros, dans les comics en général, quand il y a des radiations, vous ne mourrez pas avec un cancer. Vous devenez Hulk, vous devenez Spider-Man, mais il n'y a pas de problème de maladie. En tout cas, pas à ce niveau-là. Et les X-Men sont des gens qui ont leur pouvoir de naissance, finalement. C'est-à-dire qu'à cause des radiations, à cause du progrès, à cause des dérives, les X-Men sont la prochaine génération de l'humanité. Et pour illustrer le fait qu'ils sont la nouvelle génération et qu'ils sont porteurs d'espoir, ils décident de s'habiller en pyjama jaune et bleu. Enfin, ils font d'autres choses aussi. Ils veulent surtout réunifier les deux branches de l'humanité, c'est-à-dire la branche classique, la nôtre, et puis celle qui apparaît, c'est-à-dire les mutants. Alors il y a les bons mutants, les X-Men, et puis les mauvais mutants qui sont dirigés par Magneto, qui lui dit on est le plus fort, on a qu'à y aller. Ça, c'est le sujet. Le thème, bien sûr, il va apparaître assez vite, c'est que finalement, sous cette histoire de race, et puis de gens dont certains disent on est le plus fort, donc on a le droit pour nous, puisqu'on a la force, va vite apparaître un autre. Le vrai thème, c'est finalement le totalitarisme et puis l'extermination possible d'une partie de la population, de la société, par une autre. Et l'acceptation des différences aussi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'au fil des années, des générations, les X-Men vont incarner des choses complètement différentes. Le vrai déclencheur, c'est l'apparition dans cet épisode-là de robots qui s'appellent les Sentinelles. Les Sentinelles sont des robots géants, rien à voir avec Goldorak, qui eux ont été construits par les humains normaux que nous sommes, qui sont effrayés de voir apparaître des êtres à super pouvoir, qui décident qu'il faut les exterminer. Et donc ce sont des machines de mort avec des casques en métal, et assez rapidement dans le discours, on va voir des choses très totalitaires apparaître autour de ces robots. Et à partir de ce moment-là, la parabole, elle est là. Elle est justement que, la première chose à laquelle on pense, c'est l'extermination, les camps de la mort, des choses comme ça, le nazisme. Et puis, au fur et à mesure, les X-Men vont s'opposer à tout ce qui est racisme, rejet des différences. Effectivement, on va comprendre que, souvent on va faire la comparaison, d'ailleurs le professeur Xavier, qui est le mentor chauve des X-Men, qui est plutôt pacifique en général, on va souvent le comparer à Martin Luther King. Et puis Magneto, qui est partisan d'une solution musclée, pour ne pas dire armée, parce qu'avec les super pouvoirs, ils n'ont pas besoin d'armes. Lui serait plutôt Malcolm X, pour ceux qui connaissent. Donc d'un seul coup, on va se dire que les X-Men, finalement, nous parlent de quoi? Nous parlent du rejet ou de l'acceptation de la population noire au sein des États-Unis. Et puis à un autre moment où on va se dire, non, finalement, les X-Men nous parlent des gays. Est-ce qu'ils sont acceptés ou est-ce qu'ils sont rejetés? Et chaque génération va avoir un message différent dans les X-Men, alors que le propos finalement ne change pas, et que si on y voit tant de choses, c'est que ce qu'ils affichent est universel. Donc là encore, on parle de super pouvoirs assez colorés. On peut voir qu'il y a des membres des X-Men qui ont des ailes, il y en a un autre qui peut créer des glaçons qui s'appelle l'iceberg, et bien entendu quelques variantes intéressantes, des gens qui ont des rayons d'amour qui sortent des yeux, c'est toujours société, c'est bien pour voyez. Mais le vrai propos des X-Men, et là encore on parle d'une bande dessinée qui au demeurant est un loisir, qui ne serait pas censé afficher des choses comme ça, mais c'est d'être les super-héros finalement sont une forme de super Jean de La Fontaine.
C'est-à-dire que là aussi, effectivement, si vous croyez au premier degré à des gens qui peuvent faire des déplacements avec les mains, c'est un petit problème avec la réalité. Mais de la même manière, la cigale et la fourmi qui discutent ensemble, c'est pas entièrement en raccord avec la réalité. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et on a quelque chose qui est... on pourra singer ça, on pourra dire que c'est débordant de bons sentiments, que c'est simpliste, que c'est caricatural d'une certaine manière, mais les comics vont continuer au fil des décennies de diffuser des impressions de la société, de dénoncer des problèmes. Et c'est pas tellement dans le fait qu'au bout de 12 pages, le super-héros il a trouvé un moyen de convaincre le méchant ou de l'arrêter ou de stopper. C'est pas tellement dans la conclusion que c'est intéressant, c'est dans l'énoncé du problème. Et l'énoncé du problème, il va revenir de manière différente à chaque fois. Donc quand on arrive avec des épisodes, des séries comme Superman, Captain America, Wonder Woman, tous ceux qu'on a pu voir jusqu'ici, et j'ai pas le temps de vous montrer non plus tous les super-héros ou tous les autres personnages, parce qu'il y a aussi des histoires de cow-boys où on raconte un peu des choses comme ça, mais faut savoir qu'aux États-Unis, il y a à peu près, je crois, 350 ou 360 séries par mois qui sont publiées. Donc c'est vous dire un peu, si je vous les montre tous, on va y passer le week-end. Mais bref, c'est pour vous dire que tout ça, le mot cynique serait un peu fort, mais la bande dessinée américaine, elle a un devoir d'abord qui est de chercher où le bas blesse. Et je suis pas sûr que qu'en Europe, la bande dessinée européenne soit aussi poussée à ça. Là aussi, on va trouver certains auteurs qui sont quand même un peu plus acides, c'est certain, mais globalement, on peut voir, je sais pas, beaucoup de ce qu'on appelle le néron, les personnages un peu comiques, ne sont pas tellement portés là-dessus. L'aposthéose de ce côté critique, il va apparaître il y a à peu près une dizaine d'années dans un crossover. Le crossover, c'est un terme apparemment savant, qui simplement veut dire croisement. Ça veut dire que plusieurs séries peuvent se croiser à intervalles réguliers dans le même périmètre d'un éditeur. C'est-à-dire que toutes les séries publiées par un éditeur appartiennent au même univers partagé. Peut-être que comme ça peut vous paraître compliqué. Mais en fin de compte, quand on y regarde, par exemple, Spirou appartient au même univers que Gaston Lagaffe. Les mêmes personnages secondaires sont aperçus dans la bande dessinée. Chez les comics, c'est la même chose, juste à un autre niveau. De la même manière que quand on regarde les Avengers, on voit les personnages de Thor, de Captain America, d'Iron Man, de Hulk, qui se rejoignent pour former une équipe. Et bien régulièrement, dans l'univers des éditeurs de comics, on a un grand carrefour d'événements où tout le monde se croise, idéalement, traditionnellement, pour aller combattre un chef de niveau, un grand méchant qui est encore plus puissant que le tout venant de leur adversaire. Il y a une dizaine d'années, dans Civil War, va apparaître quelque chose de radicalement différent. Alors, radicalement d'ailleurs à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une catastrophe. Des super-héros, lors d'une mission, déclenchent une explosion et tuent quelques Américains. Et le personnage d'Iron Man, donc le type en armure en rouge et jaune, décide que le super-héros a un devoir d'empêcher ça. Qu'il faut arrêter une nouvelle catastrophe, et que pour arrêter cette nouvelle catastrophe, comme n'importe qui peut se décider super-héros, c'est pas possible, on va créer un permis de super-héros, les gens vont aller s'inscrire dans les commissariats ou dans les services, et puis le super-héros va rentrer dans le rang, devenir une sorte de super-flic. Et là revient notre Captain America, celui qui finalement ne suit pas les ordres de l'Amérique. Et Captain America dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible, on ne va pas suivre les ordres. Et Civil War, c'est une guerre, Civil War, donc c'est le terme de la guerre civile, et c'est une guerre civile entre super-héros, où vous avez le tenant de l'ordre à tout prix, et le défenseur des libertés individuelles, qui s'opposent. Et finalement, Civil War, ce sont deux formes d'héroïsme assez subjectives qui s'attaquent. Et en fin de compte, si on remet 10 ans en arrière, que nous dit Civil War, ça nous parle de l'Amérique de George Bush. C'est-à-dire qu'au lendemain du 11 septembre, il y avait ce débat sur la terreur, sur les libertés individuelles, il faut s'asseoir dessus si on veut lutter contre le terrorisme. Et l'Amérique de Bush, c'est Iron Man.
Et l'Amérique telle qu'elle devrait être, c'est Captain America qui dit non, on ne va pas tout sacrifier pour ça. Donc là aussi, c'est pour vous montrer que même sur des épisodes relativement récents, et il y a d'autres sujets encore dans des revues bien plus proches de nous, il y a encore ce devoir de jouer la parabole et de parler, même sous un masque, même de manière détournée, d'éléments ou d'événements qui se produisent. Alors, il n'y a pas que des trucs super sociaux, sociologues ou sociopathes, ou ce que vous voulez. Il n'y a pas que des réflexions profondes sur la société américaine. Il y a aussi des fois des choses qui sont un petit peu plus compliquées ou plus simples finalement. C'est-à-dire que le scénariste écrit son histoire, puis le dessinateur dessine un peu ce qu'il veut. Et le dessinateur, des fois, il s'amuse à planquer des petits messages, des petits sens cachés aussi, qui sont finalement dénués de portée philosophique. Mais là, par exemple, on a un épisode des X-Men où le dessinateur qui s'appelle Ethan Van Sciver a décidé de se foutre de la figure de son éditeur et de planquer le mot sexe des dizaines de fois dans l'épisode. Alors, je pense que vous ne le voyez pas forcément ici, mais par exemple, l'utilise ex-X-Men, comme par hasard, il se trouve que le S l'utilise en rouge et le ex-X-Men est en rouge, est-ce que ça forme le mot sexe. Là, par exemple, vous avez un personnage d'X-Men qui est blessé, qui a un respirateur, et puis vous avez le S, là, un X. Et c'est des dizaines de fois dans l'épisode. Des dizaines de fois. Alors bien entendu, là, il ne s'agit pas de dénoncer quoi que ce soit, il s'agit plus de se foutre de la gueule du système de censure éditoriale. Et Ethan Van Sciver l'a refait 2-3 fois, et de temps en temps, ça sème un peu la panique chez ses employeurs, de regarder dans quelques couvertures s'il n'y aurait pas le mot sexe planqué dans une ombre ou une toile d'araignée. Il ne le fait pas tout le temps, mais il le fait. Donc apparemment, ça occupe beaucoup les éditeurs, parce que, en plus, c'est quelque chose de très américain, c'est-à-dire qu'on peut parler de Thanatos, on peut parler de la mort tant qu'on veut, les X-Men ou Wolverine avec ses griffes peut trucider des dizaines de méchants, mais il ne faut pas parler de l'homosexe. Là c'est une sorte d'interdit. Pour la petite histoire, l'ancien scénariste de la série des X-Men, Chris Claremont, qui l'a écrit, je crois, une quinzaine d'années, racontait qu'à une époque, donc comme les X-Men habitent dans le même campus, et qu'en plus il y en a un certain nombre qui sont adultes, tout ce petit monde vit sa vie un petit peu finalement, famille, des choses comme ça, et il y a des couples qui se forment, et Chris Claremont expliquait que quand il y avait des scènes de couple dans la même chambre, les éditeurs leur demandaient de prendre le soin qu'il y ait toujours précisé dans le scénario qu'il fallait que la porte soit ouverte. Quel rapport? Eh bien, c'était au cas où quelqu'un, une association de famille, ou une mère, ou un père, le lecteur, avait écrit pour se plaindre qu'on avait insinué qu'il y avait des relations sexuelles hors mariage. Et le fait de laisser la porte ouverte pouvait dire, ça permettait de dire, bah oui, mais finalement, non, ils ne dorment pas ensemble. Elle est juste venue lui parler. Ils ont un peu calmé là-dessus. Alors, il y a d'autres manières pour le dessinateur. Là, c'est un peu particulier parce que Jack Kirby était à la fois dessinateur et scénariste sur cette série-là. Il y a d'autres manières aussi de faire passer le message. Jack Kirby, c'est le type qui a co-créé Captain America, mais qui a créé aussi les 4 Fantastiques, Hulk, Thor, les X-Men, les Avengers. Enfin, vous voyez un petit peu l'importance du bonhomme. Et il s'est plus ou moins brouillé avec Marvel, parce qu'il n'était pas reconnu à la hauteur de son talent et surtout de son travail. Il est parti chez le concurrent DC Comics, donc l'éditeur de Superman et Batman, et il a créé, entre autres choses, une série qui s'appelle Mister Miracle, où dedans on rencontre un personnage qui est tout à fait populiste, malhonnête, gouailleur, et au fur et à mesure que ce personnage chauve s'apprête à sortir, il enfile sa perruque, sa barbe, sa moustache, et finalement, en fait, il prend l'apparence de Stan Lee. Stan Lee qui était l'ancien partenaire d'écriture de Jack Kirby, qui était le patron de Marvel, et en fait, dans une bande dessinée de DC Comics, le crétin, le malhonnête,
c'est le patron Marvel de la concurrence directe. C'est un peu comme si dans un film c'est un peu comme si un téléfilm de France 2, on reconnaissait la caricature du patron de TF1. Alors, ça peut paraître un peu mesquin, mais d'une manière, c'est une façon relativement indolore de régler ces problèmes aussi. Donc, et puis là, parce qu'on pourrait continuer les exemples aussi, là aussi pendant toute la soirée, là on a un autre exemple. Ici, vous voyez, c'est un détail de case et un personnage parle et puis il y a des bouquins. Je ne vois pas trop le rapport, il a tourné et tout ça. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que cet extrait-là, qui a été publié dans une BD qui s'appelle Artix, a été ancré, donc le partage des rôles, c'est un dessinateur fait des crayonnés, et traditionnellement un encreur s'occupe de tout ce qui est zone d'ombre très définitif. Et donc a été ancré par quelqu'un qui s'appelle Al Milgrom au lendemain du renvoi du patron de Marvel. Le patron de Marvel s'appelait Ben Arras, et donc visiblement Al Milgrom s'entendait pas trop bien avec lui, et donc quand vous tournez les bouquins et vous lisez les titres, ça forme Arras, ça y est, il est parti, bon débarras, et j'arrive plus trop bien à lire là, mais enfin, ce sont des noms d'oiseaux. Alors malheureusement pour lui, ça s'est vu. Parce que il semble que Al Milgrom pensait que c'était une bonne blague et que les gens allaient le voir au moment de corriger. Ça n'a pas été intercepté, ils ont imprimé le bouquin, et comme ça s'est vu après qu'ils ont imprimé le bouquin, il a fallu passer tout ça à la benne. Alors si vous êtes un des propriétaires de la version où il y a ces Willy sur le bouquin, en théorie ça vaut beaucoup plus cher. Et le pauvre Al Milgrom, du coup, il a laissé sa place et n'a plus été employé de Marvel, en tout cas pas directement, après ce coup-là. Donc c'est pour vous expliquer que là aussi il y a des sens cachés, mais on va dire que c'est pas toujours dans l'humanitaire et dans les grands buts sur la société. Ça nous amène finalement à la fin de notre parcours. Parce que je pourrais multiplier les exemples, mais ça ne vous amènerait pas beaucoup plus de grandes lignes, je pense. Il nous reste un petit peu le temps de quelques questions-réponses, si vous en avez. Là aussi, c'est simple et sans danger, hein, je ne pas. S'il vous plaît, les ventes en France. Les ventes en France, c'est-à-dire, vous voulez savoir le procédé ou le chiffre de... Non, parce que vous aviez parlé du chiffre de... Ouais. Alors, en France, c'est un peu compliqué parce qu'aux États-Unis, longtemps, les comics ont été vendus en kiosque, le plus long dans leur existence. C'est-à-dire que le marché des albums était pratiquement inexistant. Et puis, un jour, fin des années 80, ils ont bifurqué, c'est-à-dire qu'ils se sont dit que ça faisait beaucoup d'invendus. Le principe de la presse, c'est de finalement voir beaucoup de papier invendus revenir, et donc il y a des pertes. Et ils sont passés par un système de librairie spécialisée, c'est-à-dire que la plupart des comics aujourd'hui ne sont plus vendus en kiosque, mais vendus seulement dans des librairies spécialisées, ce qui d'ailleurs les a coupés d'une partie du public, ou en album. C'est très récent ça. En France, on a une bande dessinée qui est un petit peu en kiosque, et puis beaucoup en librairie. Et donc c'est très compliqué de comparer les deux. Par exemple, moi je sais les chiffres de vente, par exemple, des Avengers ce mois-ci aux États-Unis, parce qu'ils n'ont qu'un réseau de vente. Mais c'est très compliqué de comparer les deux, puisque Avengers est traduit en France dans une revue qui est vendue en kiosque, mais qui est réimprimée ensuite directement en album, donc vendue en librairie. Donc pour mettre bout à bout de tout ça, on a quelques éléments de temps en temps, mais c'est compliqué, on ne peut pas vraiment faire de référence. Ce qui est vrai, c'est qu'à une époque où les comics étaient vendus, surtout en kiosque en France, il y a une revue qui s'appelait Strange, et qui est montée à peu près à 130 000 exemplaires. Quand finalement on compare avec la densité de la population, mettons qu'on multiplie par 4 ou 5 pour arriver à peu près à la population américaine, et ben finalement la France est un petit peu la fille aînée des comics, de la même manière qu'on a pu dire qu'elle était la fille aînée de l'Église. C'est-à-dire que en proportion de la population, les comics
était aussi populaire en France qu'il était aux États-Unis. D'ailleurs, à un moment, les Américains, Marvel, se sont demandé s'ils n'avaient pas purement et bonnement racheté la société qui éditait Strange, et puis s'installer comme ça. Ça s'est fait d'ailleurs pendant une ou 2 années où ils ont pris la suite comme ça. Il y a eu un moment où la France était le premier marché au monde des comics en dehors des États-Unis. Maintenant, je pense que c'est un peu plus compliqué, à plus forte raison parce que les comics s'exportent beaucoup mieux à travers le chiffre exact. J'aurais peur de vous dire une bêtise parce que c'est compliqué. Autre chose. J'avais entendu parler, mais je ne sais pas si c'est exact, parce que je découvre ce soir moi aussi, puis avec l'expo, mais on m'avait parlé d'un code couleur en fait qu'on trouvait dans les comics et qui signifiait aussi quelque chose. Alors il y a eu ça en particulier chez Marvel, à peu près à la jonction des années 90-2000, où effectivement sous l'influence d'un monsieur qui s'appelle Joe Quesada, il y a eu une tentative de mettre en place un système de graduation assez semblable à celui qui peut exister chez les jeux vidéo, de manière à ce qu'il y ait, on va dire, les comic books pour les moins de 12 ans, les comic books pour les moins de 16 ans, et puis des choses comme ça. C'est plus ou moins appliqué, c'est pas trop le procédé. Ils ont plus de problèmes parce que aux États-Unis, il y a cette fameuse image d'Épinal que la bande dessinée est forcément lue par des enfants. Donc, dès qu'il y a un truc de nudité, il y a toujours quelque part une association ou des conservateurs pour dire « Oh mon Dieu, on voit quelqu'un en petite culotte ». Donc il y a des trucs des fois complètement ridicules. Pour vous donner un exemple, il y a eu une relance de la série Wonder Woman dans les années 80. Wonder Woman, comme je vous l'ai dit, c'est une Amazone, c'est la fille de la reine Hippolyte. Les Amazones, ce sont des personnages qui sont tirés de la mythologie, qui ont donc un passé. Et sur la couverture de Wonder Woman, on voyait le passé des Amazones. Et on voyait donc la reine Hippolyte enchaînée par Hercule. Et donc il y a des gens très conservateurs qui ont dit que c'était dégradant, que ça pouvait traumatiser les enfants, et qu'il fallait vendre ce comic book, en tout cas dans certains États, sous emballage opaque, de manière à ce que les jeunes ne puissent pas être traumatisés par quelque chose qui peut dire de toute manière dans n'importe quel bas-relief de mythologie, dans un dictionnaire ou dans quelque chose comme ça. Donc c'est toujours un peu compliqué. On en sort un petit peu maintenant, mais il y a longtemps eu cette idée que voilà, c'est pour les enfants, et dès qu'on essaie d'un peu d'élever le débat, il y a un problème. Ce qui encourage aussi cette notion de parabole dont j'ai pas arrêté de vous parler. C'est-à-dire que quand on essaie d'être un peu trop direct dans la bande dessinée américaine, souvent il y a de la résistance. Quand ça passe par la parabole, c'est un peu mieux. Il y a aussi des nouveaux auteurs, ou en tout cas qui passent par des nouveaux procédés. Il y a un concurrent de Marvel et DC qui s'appelle Image Comics, qui est une coopérative qui accueille beaucoup de scénaristes et dessinateurs qui essentiellement sont des déçus de Marvel et DC, qui se sont fait une carrière, une réputation en écrivant du Spider-Man ou des Avengers, et puis une fois qu'ils ont un nom, ils se disent finalement, plutôt que d'écrire les séries des autres, on va créer les nôtres. Ils font ça chez Image, et comme ils ont la main mise là-dessus, qui peuvent en plus facilement peut-être s'exporter en termes de librairie en Europe, et ben, ils peuvent se permettre d'aborder des questions de politique, d'alcool, de drogue, de représenter la vie telle qu'elle est, beaucoup plus facilement que dans un épisode de Spider-Man. Et le fait que certains comics actuellement soient hyper sexualisés, c'est pour répondre à la concurrence du manga ou c'est une évolution? Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de comics hyper sexualisés que ça. Après, il y a une petite différence entre sexué et sexualisé. Les comics, comme je disais tout à l'heure, il y a un blocage sur l'acte sexuel. On va trouver deux ou trois bandes dessinées qui vont aller dans ce sens-là. Il y a un truc qui est assez rigolo d'ailleurs, qui paraît chez Image, où ce sont les deux personnages de la bande dessinée ont le pouvoir de bloquer le temps, de faire des hold-up ou des choses comme ça, seulement quand ils font l'amour. Il y a un côté parodique là-dessus. Mais donc du coup, ils sont obligés de faire l'amour pour déclencher leur pouvoir régulièrement. Mais c'est une anecdote là-dessus. C'est le plus souvent, l'acte sexuel il est complètement ignoré ou nié dans les bandes dessinées. Par contre, là où vous avez raison, c'est que le côté sexuel, c'est assez comparable finalement à ce qu'on voit avec la silhouette de la poupée Barbie. La poupée Barbie, vous pouvez lui enlever son maillot, vous ne verrez rien. Mais par contre, il y a une silhouette qui
qui doit créer bien des complexes et des générations entières de jeunes filles. Et là, on a le même procédé. Les super-héroïnes sont taillées comme des poupées Barbie. Elles sont donc sexuées d'une certaine manière, en tout cas en apparence, mais les épisodes où Wonder Woman a un petit ami, c'est très récent. Là, ça fait 1 an et demi qu'ils ont osé franchir le pas et Wonder Woman sort avec Superman. Mais pendant des années, pendant des décennies... Sauf qu'ils ont 80 ans, quoi. Ils vieillissent pas, c'est un peu comme Tintin, ils vieillissent pas, voilà, non, c'est pas la gérontologie. Mais, mais il y a un vrai problème, c'est-à-dire que, d'ailleurs, ça pose aussi des problèmes peut-être liés à la femme, parce que c'est un peu cette image qu'on voit dans la société, le type qui sort avec une femme est un bellâtre, un séducteur, la femme qui sort avec un homme est une Marie couche-toi là. Et donc, il y a des épisodes où Batman, bien entendu, multiplie les conquêtes. Superman, c'est un peu plus compliqué. Il a couru pendant des décennies après Lois Lane. Mais en gros, globalement, voilà, l'homme, le héros, il a le droit de séduire. Les épisodes où Wonder Woman ne franchit le pas, ils sont rarissimes. Il y a une vague petite série des années 90 où il y a 3 épisodes assez rigolos d'ailleurs parce qu'elle finit par coucher avec un homme. Et là, Superman et Batman sont dégoûtés. Mais heureusement, à la fin, c'était pas un bon. Donc il est coffré et tout va bien. Mais en général, la sexualité de la femme, elle est complètement nue. Elle est affichée. Alors, vous avez des poitrines délirantes, vous avez qui sont des obus, mais il n'y a pas du tout ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans les mangas. Par contre, les mangas, ils sont beaucoup plus directs là-dessus. Il y a des choses. Et Wonder Woman, on ne sait toujours pas si elle est lesbienne ou pas. Parce si, qu'il y a des épisodes où ils le font sous-entendre, et puis d'autres épisodes qui reviennent dessus en disant que non. Non, il y a une variante de Wonder Woman. Pour moi, c'est une variante de Wonder Woman. Il y a un personnage qui vient des séries télé qui s'appelle Xena, qui ressemble finalement assez à Wonder Woman, où là, il y a un sous-entendu lesbien qui est beaucoup plus prononcé. Chez Wonder Woman, on est plutôt dans le... Elle est quand même une Amazone qui a vécu avec que des femmes sur une île. Oui, mais quand il y a un aviateur américain qui se pointe, elle part avec l'aviateur, hein, elle reste pas... Hein. Non. On est beaucoup plus dans une forme d'hétérosexualité refoulée que dans un côté genre je sors avec personne mais je me comprends. Là c'est vraiment, on sent bien qu'il y a des trucs, alors il y a des sous-entendus, par exemple on explique à certaines périodes de l'histoire de la vie de Wonder Woman que faut pas qu'elle se marie sinon elle perd ses pouvoirs.